Comment ça marche? Armement, la révolution Glock. La carcasse en polymère repose sur la table d'inspection comme un défi lancé à 70 ans de tradition armurière. Sa surface présente la texture subtile du moulage par injection, exempte des marques d'usinage, qui caractérisent chaque pistolet de service de l'inventaire actuel du ministère autrichien de la Défense. Pesant à peine 226 grammes contre les 900 grammes des cadres en acier des modèles concurrents, elle semble presque être un jouet aux yeux des responsables de l'approvisionnement qui l'examinent dans l'installation de Deutsche Wagram, en ce matin d'automne 1982. Le colonel Weber soupèse le prototype, son expression trahissant un scepticisme proche du dédain. Les carcasses de pistolets traditionnelles exigent forgeage, usinage et traitement thermique. Des processus qui définissent la fabrication d'équipements de qualité depuis la révolution industrielle. L'objet entre ses mains est issu du même type de presse à injecter que celle utilisée pour fabriquer des tableaux de bord automobiles ou des boîtiers d'appareils électroménagers. Aucun outil d'armurier n'a touché sa structure. Aucun ajustement manuel n'a réglé ses tolérances. Pourtant, les spécifications techniques remettent en question chaque postulat sur l'ingénierie des matériaux dans la conception d'armement. Le polymère, un nylon chargé de verre désigné sous le nom de polymère 2, résiste à des températures allant de moins 40 à 93 degrés Celsius sans déformation dimensionnelle. Des inserts de renfort en acier positionnés au point de tension critique créent des liaisons mécaniques plus solides que les joints soudés traditionnels. Le pontet s'intègre parfaitement à la structure du cadre, éliminant un point de fragilité qui a affecté les équipements secondaires de l'armée pendant des décennies. Gaston Glock observe l'inspection depuis l'autre bout de la pièce, son expertise en chimie des polymères avancés lui offrant une perspective qui manque aux armuriers traditionnels. Là où il voit du plastique, il reconnaît un matériau qui absorbe l'énergie de l'impact plutôt que de la transmettre à travers la structure de l'objet. Là où ils perçoivent une fabrication bon marché, il comprend une précision industrielle réalisable uniquement par des processus automatisés. La contradiction est plus profonde que les matériaux, elle bouscule la relation fondamentale entre l'artisanat et la performance qui définit cette industrie depuis sa création. Les exigences du cahier des charges des militaires autrichiens semblent presque contradictoires. Fiabilité accrue, poids réduit, coût de fabrication inférieur et durabilité renforcée dans des conditions extrêmes. Les approches traditionnelles, un meilleur acier, des tolérances plus serrées, des mécanismes plus complexes, répondent à certains besoins tout en compromettant les autres. La solution de Glock interroge. La sagesse conventionnelle sur la construction des pistolets sert-elle une nécessité d'ingénierie ou une simple tradition industrielle? Si des récits comme celui-ci vous aident à voir comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous dans les commentaires ce qui vous a surpris jusqu'à présent. Et restez avec nous pour le prochain chapitre. Gaston Glock n'a jamais eu l'intention de révolutionner la conception de l'armement. Son entreprise était spécialisée dans l'équipement militaire, couteaux de terrain, outils de terrassement et boîtiers de grenades. Des produits qui exploitaient son expertise dans les matériaux avancés et les processus de fabrication. Lorsque le ministère autrichien de la Défense a publié son cahier des charges pour un nouveau pistolet en 1980, des fabricants établis comme Steyr-Mannlicher ont considéré ce contrat comme une acquisition de routine, convaincus que leur décennie d'expérience leur offrait un avantage insurmontable sur un ingénieur qui n'avait jamais conçu d'équipement de ce type. Cette inexpérience s'est avérée être le plus grand atout de Glock. Les armuriers traditionnels ont abordé le cahier des charges en peaufinant des modèles existants, améliorant la métallurgie, ajustant la tension des ressorts, modifiant les systèmes d'extraction. Leur solution portait le poids accumulé de compromis historiques, des décisions de conception prises pour des limitations de fabrication qui n'avaient plus cours. Glock a abordé le défi avec la méthodologie systématique d'un ingénieur en matériaux, questionnant la nécessité de chaque composant et examinant chaque processus de fabrication sous l'angle de l'optimisation.
Son bagage en chimie des polymères a révélé des opportunités invisibles pour la pensée conventionnelle. Les thermoplastiques avancés pouvaient remplacer l'acier dans les applications non critiques tout en offrant des caractéristiques de performance supérieures. Le moulage par injection permettait d'atteindre des tolérances dimensionnelles que l'usinage manuel peinait à égaler économiquement. La production automatisée éliminait l'erreur humaine tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre de façon spectaculaire. Mais ces avancées exigeaient d'abandonner les préférences esthétiques qui guidaient la conception depuis des générations. L'urgence des militaires autrichiens découlait des exigences de standardisation de l'OTAN et de contraintes budgétaires qui rendaient les améliorations marginales insuffisantes. Ils avaient besoin de réductions de coûts drastiques, sans compromis, sur les performances, exactement le type de défi favorisant l'ingénierie innovante des matériaux plutôt que l'artisanat traditionnel. Les responsables des achats reconnaissaient en privé que la pression politique nationale exigeait une solution autrichienne, créant des opportunités pour les entreprises prêtes à défier les leaders établis du secteur. L'équipe de Glock comprenait des métallurgistes, des spécialistes des polymères et des ingénieurs de production issus des industries automobiles et aérospatiales plutôt que de l'armurerie classique. Leur perspective privilégiait l'efficacité de fabrication et l'optimisation des matériaux par rapport à la précision ajustée à la main qui caractérisait les équipements haut de gamme. Cette approche industrielle horrifiait les puristes, mais s'alignait parfaitement avec les priorités militaires, fiabilité, accessibilité financière et qualité constante sur des volumes de production élevés. Les premiers prototypes sont sortis de l'usine de Glock au début de 1982, intégrant des principes de conception qui semblaient presque hérétiques aux yeux des fabricants traditionnels. Des mécanismes internes simplifiés ont réduit considérablement le nombre de pièces. La construction en polymère éliminait les problèmes de corrosion, tout en offrant une résistance aux chocs supérieurs. Les processus de fabrication priorisaient la constance dimensionnelle sur l'esthétique des finitions. Chaque décision remettait en cause la vision conventionnelle de ce qui constituait la qualité en ingénierie d'armement. Le Glock fonctionne sur un système de court-recul Browning modifié, mais ces éléments révolutionnaires s'étendent bien au-delà de l'action mécanique pour toucher à l'ingénierie fondamentale des matériaux. Lorsque la détente est actionnée, 3 mécanismes de sécurité indépendants doivent se désengager selon une séquence précise. La sécurité du percuteur se libère, la sécurité de détente s'abaisse et la sécurité anti-chute se désactive. Ce n'est qu'alors que le percuteur avance sous la tension du ressort pour amorcer la cartouche, une trinité de protection qui fonctionne par logique mécanique plutôt que par complexité électronique. La pression des gaz provenant de la combustion de la poudre propulse le projectile dans le canon à rayures hexagonales tout en repoussant simultanément la glissière vers l'arrière contre la compression du ressort de rappel. Le canon s'abaisse via un dispositif à cam, se déverrouillant de la glissière, laquelle continue sa course arrière pour extraire et éjecter l'étui usagé. Le ressort de rappel comprimé renvoie ensuite la glissière vers l'avant, prélevant une nouvelle cartouche dans le chargeur et ramenant le canon en position de verrouillage. Ce cycle se répète avec une précision mécanique, limitée seulement par la réserve de munitions et l'usure des composants. L'innovation véritable réside dans la philosophie de construction de la carcasse. Les cadres de pistolet traditionnels font office de plateforme rigide, transmettant l'énergie du recul directement à la main de l'utilisateur. Le cadre en polymère de Glock absorbe l'énergie de l'impact par une flexion contrôlée, réduisant le recul ressenti tout en préservant l'intégrité structurelle. Le nylon chargé de verre offre des caractéristiques de résistance spécifiques impossibles à obtenir avec l'acier. Une grande résistance au choc combinée à une stabilité dimensionnelle sur des plages de températures extrêmes. L'intégration de la fabrication révèle la sophistication profonde de la conception.
Des inserts de renfort en acier sont positionnés avec précision dans les moules d'injection, permettant aux polymères de s'écouler autour d'eux pendant le processus. Cela crée des liaisons mécaniques au niveau moléculaire, plus solides que des soudures et supprimant les besoins d'assemblage traditionnels. La texture de surface pour l'adhérence est directement moulée dans le cadre et non usinée après coup. Le pontet devient un élément structurel intégral plutôt qu'une pièce séparée nécessitant un ajustement. Les évaluateurs militaires autrichiens se sont d'abord demandé si une construction en polymère pouvait supporter les conditions d'utilisation qui détruisent habituellement les modèles à cadre en acier. Leur scepticisme reflétait des décennies d'expérience avec la fatigue des métaux, les fissures de contrainte et les variations dimensionnelles sous des charges répétées. Mais les tests de vieillissement accéléré ont révélé des résultats inattendus. Les carcasses en polymère sont sorties intactes de conditions qui brisaient les cadres en acier traditionnel, leurs dimensions restant inchangées et leurs propriétés mécaniques préservées. La résistance ne venait pas de défauts de performance, mais d'une inertie institutionnelle. L'approvisionnement militaire associait traditionnellement la qualité d'un équipement au poids, à la complexité et aux matériaux coûteux. Le Glock a défié ces idées reçues par une simplification agressive. 34 composants au total contre 70 ou plus dans les conceptions classiques, démontables sans outils et fabriqués par des processus éliminant totalement le besoin d'ajustage manuel. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou un pari risqué à l'époque? Partagez votre avis dans les commentaires et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Le centre de test de Deutsche Wagram résonne des percussions méthodiques des essais de durabilité, alors que les techniciens soumettent les prototypes Glock à des protocoles de vieillissement accélérés qui détruiraient n'importe quel équipement conventionnel. Des chambres de cycle thermique alternent entre un froid polaire et une chaleur désertique toutes les 30 minutes, simulant des années d'exposition environnementale en un temps record. Des tests de chute à des hauteurs croissantes mesurent la résistance au choc, tandis que des tables de vibration reproduisent le stress mécanique du transport en véhicule blindé sur terrain accidenté. Chaque défaillance fournit des données qui entraînent un raffinement immédiat de la conception. Les premiers prototypes révèlent des points de concentration de contrainte où l'épaisseur du polymère doit être ajustée. Les cycles thermiques exposent des taux d'expansion différents entre les inserts en acier et la matrice polymère, menant à des géométries d'inserts modifiées pour accompagner les mouvements thermiques. Les tests d'impact identifient les motifs de texture optimaux qui améliorent la prise en main sans créer de zones de fragilité propices aux fissures sous charge répétée. Le processus de fabrication suit une optimisation parallèle. Les ingénieurs de production affinent les paramètres de moulage par injection. Les caractéristiques d'écoulement du polymère dictent l'emplacement des points d'injection et la conception des canaux de refroidissement. Les temps de cycle équilibrent les impératifs de productivité et les exigences de précision dimensionnelle. Les protocoles de contrôle qualité adaptent les méthodes d'inspection traditionnelles aux spécificités du polymère, traquant les retassures, les lignes d'écoulement et les vides internes qui pourraient compromettre l'intégrité structurelle. Les observateurs militaires autrichiens consignent des données de performance qui contredisent leurs attentes. Les prototypes Glock fonctionnent de manière fiable après immersion dans le sable, la boue et l'eau, là où les modèles classiques s'enrayent. Les températures extrêmes, qui rendent les modèles en acier inopérants, affectent à peine la construction en polymère. Des chocs qui tordent les pontets métalliques laissent les cadres en polymère intacts et parfaitement fonctionnels. Les fabricants concurrents rejettent ces résultats, les jugeant non pertinents par rapport aux conditions réelles sur le terrain, arguant que les tests en laboratoire ne peuvent reproduire les stress complexes d'un usage opérationnel. Leurs objections reflètent une inquiétude réelle sur la durabilité des polymères,
mais aussi une pression concurrentielle face à un design qui bouscule les fondements de l'industrie. Les armuriers traditionnels ont investi massivement dans le forgage de l'acier, l'usinage et la main-d'œuvre hautement qualifiée, des investissements que l'approche de fabrication de Glock rend économiquement obsolètes. Les essais sur le terrain avec les unités militaires autrichiennes apportent la validation finale en conditions réelles. Les soldats rapportent une fatigue réduite lors des périodes de port prolongées grâce aux gains de poids. Les besoins de maintenance chutent de manière spectaculaire. Le mécanisme simplifié nécessite rarement des réglages et la construction en polymère élimine les soucis de corrosion en milieu humide. Plus significatif encore, les statistiques de fiabilité surpassent celles des équipements en service sur tous les paramètres mesurés. Les données s'accumulent pour former un argument d'ingénierie irréfutable. La construction en polymère offre des caractéristiques de performance supérieures tout en réduisant radicalement les coûts de production. Pourtant, l'acceptation exige de surmonter une résistance psychologique envers des matériaux qui semblent manquer de substance pour des applications militaires. Le Glock réussit non pas en ressemblant au modèle traditionnel, mais en démontrant que les choix de matériaux classiques servaient la convention plutôt que la nécessité. Le moment décisif ne survient pas lors d'un test spectaculaire, mais par un calcul économique discret. Les responsables de l'approvisionnement autrichien analysent les coûts du cycle de vie, qui s'étendent au-delà du prix d'achat initial pour inclure la maintenance, le remplacement et le support logistique sur des décennies de service. Les modèles à cadre en acier nécessitent des traitements de surface périodiques contre la corrosion, le remplacement de composants usés et des outils spécialisés pour l'entretien sur le terrain. Le Glock élimine la plupart de ces exigences tout en affichant des statistiques de fiabilité supérieures. Le passage à l'échelle de la production révèle les implications économiques qui transforment la pensée logistique militaire. La fabrication traditionnelle nécessite des machinistes qualifiés, de multiples opérations d'usinage et des inspections de qualité approfondies pour atteindre les tolérances acceptables. Les carcasses Glock sortent terminées des presses à injecter toutes les 90 secondes, refroidies et éjectées avec une précision dimensionnelle que l'usinage manuel ne peut égaler économiquement. Les coûts des matériaux chutent de 60%. Les coûts de main-d'œuvre baissent encore plus radicalement, mais la transformation va au-delà de la fabrication pour toucher des questions fondamentales sur ce qui constitue la qualité d'un équipement militaire. La culture armurière traditionnelle associe l'excellence au poids, à la complexité et aux composants ajustés à la main, des caractéristiques qui plaisent aux collectionneurs mais n'offrent aucun avantage tactique. L'efficacité opérationnelle exige fiabilité, constance et facilité d'entretien dans des conditions hostiles. La construction en polymère répond à ces besoins tout en éliminant les caractéristiques servant l'esthétique plutôt que la fonction. L'attention internationale se tourne vers l'Autriche, alors que la nouvelle d'une technologie révolutionnaire se répand dans les réseaux d'approvisionnement militaire. Les exigences de standardisation de l'OTAN poussent les nations membres à adopter des équipements compatibles, mais les avantages de performance du Glock transcendent les considérations politiques. Les services de police figurent parmi les premiers à l'adopter, séduits par le gain de poids et les protocoles de maintenance simplifiés qui réduisent les besoins de formation et les coûts opérationnels. La barrière psychologique s'avère plus difficile à franchir que les obstacles techniques. Le personnel militaire exprime son scepticisme face à des objets en polymère, qui ressemblent à des jouets comparés aux modèles en acier. Cette résistance reflète des associations culturelles entre la qualité d'un matériel et un poids important. Des suppositions qui persistent malgré les preuves accablantes de la supériorité du polymère dans les tests de performance mesurables. Glock répond à ces inquiétudes non par le marketing, mais par des tests élargis démontrant la durabilité du polymère dans des conditions extrêmes. Des prototypes fonctionnent normalement après avoir été écrasés par des véhicules.
immergés dans des solutions corrosives ou soumis à des impacts qui détruisent les modèles conventionnels. Chaque démonstration érode les préjugés sur l'ingénierie des matériaux, révélant comment les choix traditionnels reflétaient les limitations de fabrication passées plutôt que les exigences de performance actuelles. La leçon d'ingénierie dépasse ici la simple conception d'un objet pour toucher à la question plus large de l'innovation contre la tradition. Des matériaux avancés combinés à des processus de fabrication optimisés permettent des gains de performance impossibles à obtenir par l'amélioration marginale des approches existantes. Mais l'acceptation exige de remettre en cause des postulats qui régissent des industries entières depuis des générations. Une transformation qui demande le courage d'abandonner des méthodes éprouvées pour des possibilités encore non testées. En l'espace d'une décennie, les cadres en polymère deviennent la norme pour les équipements de service à travers le monde, validant l'approche technique de Glock par une adoption massive sur les marchés militaires, policiers et civils. Les techniques de fabrication pionnières de Deutsche Wagram influencent les industries automobiles, aérospatiales et médicales, car les ingénieurs reconnaissent que des composants structurels moulés par injection peuvent remplacer des pièces métalliques usinées dans de multiples applications. Ce qui a commencé comme un défi à la tradition armurière devient un cas d'école d'innovation en ingénierie des matériaux. La résistance qui a initialement accueilli la construction en polymère se dissipe à mesure que les données de performance s'accumulent sur des millions de cycles d'utilisation. Les services de police signalent une réduction des coûts de maintenance et une fiabilité accrue. Les unités militaires apprécient le gain de poids lors d'opérations prolongées. Les fabricants de tout le secteur adoptent à leur tour le polymère, validant l'intuition fondamentale de Glock. Les matériaux avancés peuvent offrir des performances supérieures tout en réduisant radicalement les coûts de production. Pourtant, l'impact le plus profond réside dans la philosophie de conception elle-même. Le Glock prouve que la remise en question des postulats de base peut révéler des opportunités invisibles aux approches d'amélioration incrémentale. Les fabricants traditionnels se concentraient sur le perfectionnement de solutions existantes, un meilleur acier, des tolérances plus fines, des mécanismes plus sophistiqués. Glock a réussi en se demandant si les choix de matériaux conventionnels servaient une nécessité d'ingénierie ou simplement une habitude industrielle. Ce changement de paradigme influence la réflexion bien au-delà de la fabrication d'armements. Dans de nombreux secteurs, les ingénieurs commencent à se demander si leur choix de matériaux reflète une performance optimisée ou une pratique héritée du passé. Les constructeurs automobiles adoptent des polymères structurels pour des pièces autrefois métalliques. L'aérospatiale se tourne vers des matériaux composites offrant des rapports résistance-poids supérieurs. Le domaine médical utilise des plastiques avancés, offrant une biocompatibilité impossible avec les métaux. La plus grande réussite de l'ingénieur autrichien ne réside pas dans la création d'un produit à succès, mais dans la démonstration qu'une remise en question systématique des hypothèses fondamentales peut générer des opportunités de transformation. En abordant la conception sans idée préconçue sur l'apparence, les matériaux ou les méthodes de production, Glock a créé des solutions invisibles pour les experts prisonniers des traditions de leur industrie. L'épreuve qui a remodelé tout un secteur n'a pas été un examen unique, mais plutôt le questionnement systématique de principes qui régissaient la conception des pistolets depuis près d'un siècle. La construction en polymère a triomphé parce qu'elle répondait à des besoins de performance réels plutôt qu'à des préférences esthétiques. L'optimisation industrielle a apporté une qualité supérieure grâce à des processus automatisés éliminant la variabilité humaine. Les mécanismes simplifiés ont renforcé la fiabilité en réduisant les modes de défaillance. Aujourd'hui, les principes instaurés à Deutsche Wagram continuent d'influencer la pensée technique dans de multiples disciplines. La leçon transcende toute technologie spécifique. L'innovation émerge souvent non pas en peaufinant l'existant,
mais en se demandant si les méthodes actuelles servent de réels besoins ou ne font que perpétuer des limitations historiques. En ingénierie, comme dans bien d'autres domaines, les plus grandes percées sont l'œuvre de ceux qui osent remettre en question ce que tout le monde tient pour acquis. Si vous appréciez les récits authentiques sur la façon dont l'ingénierie a façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.